journalistes, chers membres, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir pour l'ouverture de cette nouvelle édition des conférences-débats de la Chambre de commerce britannique au Maroc. Permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom personnel et en celui de la Chambre de commerce britannique, la bienvenue pour cet échange qui, je l'espère, sera à la hauteur des défis que représente le secteur du tourisme au Maroc. Je souhaiterais particulièrement exprimer mes sincères remerciements à Madame Lamia Boutaleb, secrétaire d'État chargée du tourisme, qui a accepté notre invitation. Merci, Madame Boutaleb. Je voudrais aussi exprimer mes remerciements particulièrement à Monsieur Saïd Mouhid, président de l'Observatoire du tourisme, notre ami Monsieur Samir Khaldouni Sahraoui, président fondateur du cabinet Chorus Consulting Hospitality and Leisure, and à Madame Victoria Bacon, directeur Brand and Business Development de l'APTA, l'association des tours opérateurs. Thank you so much, Victoria, for accepting our invitation and welcome to Morocco. Je voudrais vous dire toute la joie et la satisfaction que nous avons ce soir à débattre des leviers des compétitivités, des enjeux et des défis du secteur touristique au Maroc, qui représente environ 11,4% du PIB. C'est vous dire à quel point le tourisme contribue dans ce pays aux origines multiculturelles, à la création de richesses et à la diminution du chômage. Le tourisme s'émancipe tout particulièrement grâce à l'excellence des relations, de la coopération que nous maintenons avec nos pays frères, parmi lesquels fait partie sans doute le Royaume-Uni. Dans ce sens, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, M. Mohamed Sajid, et le ministre d'État britannique chargé du développement international, M. Alistair Burt, se sont entretenus le mois dernier autour des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme. M. Burt avait clairement indiqué que le Maroc constituait une destination très importante pour les Britanniques, soulignant l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans ce secteur afin d'offrir aux touristes britanniques, je cite, une meilleure expérience en termes de sécurité touristique. À ce propos, M. Burt s'est félicité de l'expertise du Maroc dans ce domaine, mettant en avant l'objectif partagé avec le Maroc en termes de nombre de visiteurs britanniques à l'horizon 2020, qui devrait atteindre 1 million de touristes, Inch'Allah. M. Sajid a pour sa part souligné que les opportunités d'investissement qu'offre le Royaume du Maroc en matière touristique sont très avantageuses, ainsi que l'ambition de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. La thématique de ce soir nous donnera une idée claire sur l'état des lieux du secteur, des défis auxquels le secteur du tourisme fait face ainsi que ses perspectives de développement. Sans plus tarder, je cède la parole au modérateur de cette rencontre, M. Landry Benoît, et souhaite vraiment que chacun et chacune d'entre vous puisse sortir de cette conférence avec une idée non pas plus claire, mais je dirais plus globale sur un secteur stratégique pour notre pays. Et je vous remercie. Merci Madame la Directrice Générale de la Britchan. Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence de la Chambre britannique de commerce et d'industrie. On va s'intéresser donc au secteur du tourisme, un secteur qui se porte beaucoup mieux. 11 millions de touristes, un peu plus. C'est un record pour l'année 2017, après quelques années difficiles dans un climat et une conjoncture que l'on connaît tous. On va voir quels sont ce soir les levées de compétitivité, les enjeux, les défis pour cette vision 2020 qui a besoin d'être redorée. Et pour ça, on a
un nouveau duo au ministère du Tourisme, qui est un ministère au portefeuille élargi cette année pour les 3-4 prochaines années, qui est en pleine action, et on verra tout cela avec Madame la secrétaire d'État auprès du ministère, auprès du ministre du Tourisme. Mais avant de débuter notre conférence et de donner la parole à l'ensemble de nos invités, de nos acteurs aujourd'hui du secteur du tourisme, on va donner la parole à Smita Rossetti, qui est l'ambassadeur adjointe au Foreign and Commonwealth Office. Bonsoir et bienvenue, venez nous rejoindre. Merci beaucoup pour la parole. Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord remercier Madame Dennis et la Chambre de commerce britannique pour avoir organisé cette conférence ce soir, et à vous tous d'assister. Mon ambassadeur vous transmet ses regrets. Il a dû partir à Londres, mais je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis venue au Maroc pour la première fois en 2002 comme touriste. C'était une époque différente en ce qui concerne les voyages qu'aujourd'hui. Pas des aériennes low cost, beaucoup moins d'infos sur l'Internet, pas de WhatsApp pour rester en contact avec la famille. Mais mon séjour au Maroc était vraiment un rêve. On a visité Marrakech, Essaouira, Agadir, et j'étais bouleversée par la culture et le paysage. Alors quand 12 années plus tard, j'étais nommée comme chef de mission adjointe pour l'ambassade britannique, j'étais très contente. Je sais à travers mon propre expérience de ce pays que le but d'atteindre 1 million de visiteurs britanniques à l'horizon 2020 est réalisable. On est déjà à environ 650 000 voyageurs britanniques annuellement. En nombre de nuits passées au Maroc, je crois qu'on est au 2e rang. Généralement, les touristes britanniques qui viennent sont curieux à découvrir le pays et ils dépensent l'argent. Mon gouvernement est conscient de l'importance de ce secteur pour l'économie marocaine et pour la création d'emplois. De plus, quand il y a un échange de touristes entre nos deux pays, ça permet plus de compréhension culturelle, des nouveaux amitiés, des investissements. C'est pour toutes ces raisons que, comme notre ministre d'État pour les Affaires étrangères, M. Barth, a souligné, on est prêt à travailler ensemble pour augmenter encore davantage ce genre d'échange. Pour conclure, je vous laisse avec 4 petites questions ou points qui, à mon avis, sont fondamentaux pour atteindre cet objectif. Premièrement, la sécurité. Je félicite Maroc pour ses efforts et expertise dans ce domaine. Pour mon pays, le Maroc est un partenaire important dans le domaine de sécurité. Pour les voyageurs britanniques, le Maroc est considéré comme un pays stable et sécurisé dans une région qui peut être troublée. Cette réputation est essentielle à maintenir. Deuxième point, l'infrastructure. Par ça, je veux dire les vols, hôtels, les liens de transport entre les villes. On a déjà vu des vols de Grande-Bretagne qui desservent 7 villes différentes au Maroc. Mais est-ce qu'on pourrait faire plus avec des autres compagnies aériennes en plus de ceux qui sont low cost? Est-ce qu'on pourrait améliorer davantage l'offre des stations balnéaires au Maroc? 3. Marrakech surtout est bien couverte par les journaux et les magazines britanniques. Mais pourrions-nous faire mieux avec une campagne médiatique plus complète? Et finalement, Brexit. Il faut qu'on travaille étroitement pour rassurer les compagnies aériennes, les opérateurs, que Brexit ne va pas avoir un impact négatif sur leur opération. Mais plus que ça, il faut qu'on saisisse les opportunités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Effectivement, la question du Brexit, est-ce que ça peut être une opportunité, notamment pour des coopérations, davantage de coopération entre le Maroc et la Grande-Bretagne? On va voir cela ce soir. Je crois que vous avez bien posé 3-4 questions auxquelles on va répondre ce soir avec nos différents acteurs. On va voir qu'est-ce qui peut être fait ici pour attirer davantage de touristes britanniques. On verra le rôle de l'ACTA, l'association des agences de voyage britanniques, quel est son rôle, quel est le profil également des touristes britanniques qui visitent aujourd'hui le Maroc et comment
davantage en entourer? Est-ce qu'on peut réussir cet objectif de 1 million de touristes d'ici 2020? Alors, je vais vous donner le programme, le tempo, vous l'avez sans doute entre les mains, peut-être que vous l'avez vu, mais je vous le rappelle, ça fait toujours du bien. On va donc donner la parole en premier à la ministre, la secrétaire d'État auprès du ministère du Tourisme, Lamia Boutaleb. Faire un point d'étape sur la vision 2020, quels sont les défis qui sont posés? Est-ce qu'on va bientôt connaître en détail cette feuille de route avec les propositions? Est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être une première date, un premier calendrier qui va être décliné dans les prochains jours? On verra avec Saïd Mouhine, le président de l'Observatoire du tourisme, qui fait nous le plaisir d'être là avec nous ce soir, eh bien, quel est l'état des lieux chiffré de la situation du tourisme au Maroc aujourd'hui, en 2018, on va dire 2017 précisément, puisqu'on a les chiffres maintenant de l'année 2017, et puis quelles sont les perspectives futures et les différents défis stratégiques que l'on doit absolument aborder pour monter en qualité. Et puis on parlera gouvernance, bien entendu, parce que ça aussi c'est important, et d'ailleurs le duo ministère du Tourisme l'a reconnu, il faut davantage accélérer ce point de la gouvernance. Samir Eldouni Sarawi, que je connais bien et que j'ai le plaisir de retrouver ce soir, qui sera également à nos côtés pour nous parler de l'offre touristique, pour accroître justement l'attractivité du Maroc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Notamment peut-être accentuer le volet digital et capitaliser sur l'histoire, le patrimoine, les territoires du Maroc. Et puis enfin, je donnerai la parole à Jamal Younes Kilito, qui est directeur marketing et stratégie de l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme. On verra avec lui comment justement à l'ONMT ils abordent le marché britannique et quels peuvent être les moyens de coopération avec l'APTA. Et on terminera en beauté avec Victoria Bacon. Welcome, encore une fois, merci d'être là ce soir avec nous. Vous êtes la directrice donc Brand and Development de l'association des agences de voyage britanniques. Mais tout d'abord, pour commencer, Lamia Boutaleb avec nous. Allez-y, venez. Bienvenue encore une fois, Madame la ministre. C'est un plaisir de vous voir. Merci à Ilham pour l'organisation. Merci à Madame Rosetti, c'était intéressant de vous entendre. Et Monsieur l'ambassadeur qui n'est pas là malheureusement, mais on apprécie énormément tous les efforts que vous avez faits pour nous. C'était une des premières missions qu'on a fait. On a rencontré l'APTA, on a rencontré Thomas Cook, on a rencontré British Airways, on a rencontré EasyJet, on a rencontré Ryanair, et l'ambassade a été... elle a pris son rôle comme si c'était des Marocains avec nous qui défendaient le Maroc et qui faisaient la promotion du Maroc, et on s'est sentis réellement avec des amis. Merci, vraiment merci pour tous vos efforts, et je pense qu'on ira loin ensemble. Le 1er avril, ça fait presque un an, je reçois un appel et on me dit que voilà, peut-être que je vais être au gouvernement. Donc depuis, le temps est un peu voilà, en suspension, c'est vraiment, il s'est arrêté le temps, je suis en train de voir ce qui arrive encore. Et après le lendemain, on me dit que c'était le tourisme, donc je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire au tourisme? Je suis dans la finance, quand je rencontre un client qui vient du tourisme, je lui fais la politesse et je me dis, voilà, il faut qu'il parte parce que jamais je vais investir dans le tourisme. C'est vraiment le dernier secteur où on va investir. Il y a tellement de banques qui ont perdu d'argent, il y a tellement d'investisseurs. Et je suis arrivée, voilà, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce que j'ai trouvé. C'est le plus beau secteur. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un secteur où il y avait déjà, c'est le seul secteur, vraiment, qui peut absorber tous les jeunes qu'on a aujourd'hui. En tout cas, le premier qui peut absorber toute la jeunesse qu'on a. Parce que contrairement aux usines, contrairement à beaucoup de choses, un hôtel, dans un hôtel, on ne peut pas recevoir avec une machine. On est obligé d'avoir une personne humaine qui reçoit une chambre égale un emploi. Ce secteur qui emploie déjà pratiquement 2,5 millions de personnes, directement et indirectement, on s'attend à ce qu'il emploie directement chaque année plus de 15 000 personnes nouvelles, avec juste la croissance normale qu'on attend dans ce secteur. Donc c'est un secteur qui est la réponse à pratiquement tous les maux, en tout cas beaucoup de maux du Maroc. Deuxième chose, on parle de la convertibilité du dirham, on parle de la balance des paiements, qui est très très important pour nous. Mais ce qu'on ne parle pas, c'est que le premier contributeur, le secteur qui va permettre à tout ça d'arriver, c'est le secteur du tourisme.
Et de loin, il contribue plus que les phosphates, il contribue plus que l'automobile, il contribue. Le secteur du tourisme est le secteur le plus important qui va contribuer à notre croissance et à notre stabilité. C'est le secteur qui est très très important pour nous. Je me suis rendu compte que s'il y a un secteur qui contribue à l'aménagement du territoire, c'est le secteur du tourisme. Aujourd'hui, j'ai été à Al-Hajb, j'ai été à Zagora, j'ai été à tous les patelins, enfin pas les patelins, mais en tout cas à toutes les villes qu'on peut imaginer. Et il y a des endroits où ils n'ont rien d'autre que la beauté de leur paysage. Et donc le tourisme, c'est la réponse. C'est la réponse à toutes ces populations qui n'ont que le tourisme pour vivre. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer leur survie à travers ce secteur qui est beau et qui est magnifique et qui peut les faire vivre. Et enfin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de pays au monde qui reçoivent plus de 10 millions de touristes par an. On ne se rend pas compte, mais on est dans le club très fermé des 30 plus importants pays touristiques, les premiers marchés au niveau mondial. Et on est respecté par nos confrères. On est un marché très important dans le secteur du tourisme. Donc à force de voir le verre à moitié vide, on ne se rend pas compte. Donc voilà, donc aujourd'hui, il s'agit de rendre la crédibilité à ce secteur, rendre l'importance à ce secteur qu'il mérite, parce qu'il est très important pour nous aujourd'hui. En tout cas, vous êtes distinguée, Madame la Secrétaire d'État, dès le début avec Mohamed Sajid, le ministre du Tourisme, à crever l'abcès, avouer ce qui n'allait pas fonctionné dans le passé, et vouloir corriger, rectifier le tir. Où ça en est aujourd'hui, cette feuille de route? Est-ce qu'on peut s'attendre bientôt à ce qu'elle soit totalement dévoilée? Alors avant la feuille de route, déjà la stratégie. Donc la vision 2020, on me dit, oulala, tu as 2 ans pour amener 10 millions de touristes au Maroc. Donc bravo, félicitations pour ce défi. Voilà, il faut faire un miracle. Donc on était à 10, il fallait avoir 20 millions. Donc pour tout le monde, la vision 2020, c'est 20 millions. C'est simple, c'est 20 millions. Alors que ce n'est pas du tout ça. La vision 2020, en 2010, on avait 70% des unités qui étaient sur Agadir et Marrakech. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour que le tourisme, on a un très beau pays, on en parlait tout à l'heure, on a une diversité de l'offre incroyable, les oasis, les montagnes, la Méditerranée, l'Atlantique, la culture, l'authenticité, la spiritualité. Et on est 70% dans 2 villes. Donc l'idée, c'est déjà, donc il y a eu cette vision 2020 qui est le plus important, ça a été de créer ces 8 territoires et qui se distinguent, donc avec le centre, avec Fès, Meknès, la spiritualité, la culture, avec les oasis au sud, avec les plages au sud, Agadir et le sud, avec les plages au nord, la Méditerranée, et chaque territoire qui doit avoir son authenticité, qui va amener son produit touristique. Donc c'est ça la vision 2020. C'est pas 20 millions de touristes, c'est ça la vision 2020, c'est de diversifier le produit. La deuxième chose de la vision 2020 qui était très importante, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, le touriste n'est plus le touriste il y a 10 ans. Le touriste, c'est une famille. Il y a la femme qui veut le spa, le mari qui veut les vagues, le fils qui veut les boîtes de nuit et la fille qui veut je ne sais quoi. Et donc il faut que dans chaque territoire, qu'on ait tout ça dans chaque territoire. Donc il faut vraiment offrir un produit. Et franchement, aujourd'hui, c'est toujours le cas, ça n'a pas changé. Et donc, la vision 2020, c'est ça. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on en est? Très franchement, c'est un miracle qu'on soit encore à 11 millions avec ce qui s'est passé. Comme crise au niveau de nos marchés les plus importants, les marchés émetteurs. On a eu, nos clients n'avaient plus les moyens de voyager. Bien sûr, en général, on commence par enlever le voyage quand on n'a pas beaucoup d'argent et on continue à manger, à payer notre loyer. Donc en fait, déjà ça, c'était donc le post-voyage a pris un coup et donc le Maroc a pris le tourisme au Maroc a été touché. La deuxième chose, c'est qu'il y a tous ces amalgames. On a la chance d'avoir la sécurité dans notre pays. C'est vrai qu'on aurait pu avoir les 6 millions de touristes qui sont partis de Tunisie, d'Égypte, de Turquie, d'ailleurs, et les amener. C'est vrai qu'on a baissé nos budgets de communication au lieu de les augmenter, malheureusement. On aurait pu faire, mais il y a quand même ces amalgames. On a beau communiquer,
Il y a des gens qui ne cherchent pas vraiment quelle est la différence entre ce pays et ce pays. Pour eux, tout est la même chose. Et donc, c'est vrai que, bon, on a la sécurité, on aurait pu, mais bon, c'était un contexte qui n'était pas facile. Maintenant, il y a des choses qui nous reviennent. Il y a des qui ont fait qu'on n'a pas pu arriver là où on était. Et le premier élément, c'est qu'on ne peut pas changer le pays nous-mêmes à partir de Rabat. Ce n'est pas possible d'aménager 8 territoires et mettre des circuits partout dans l'arrière-pays et de tout faire nous-mêmes avec... on a des calibres incroyables au niveau du ministère du Tourisme qui m'impressionnent tous les jours, mais quand même, on est à Rabat, il n'y avait pas la gouvernance locale, il y a la régionalisation avancée, donc il y a des régions. Et nous, à partir de Rabat, on signe des conventions et on veut tout changer. C'est la centralisation, place à la décentralisation. Donc voilà, donc ça c'est un changement très important qu'on n'a pas vraiment pris, on n'a pas pris la mesure de ce changement, on a continué à travailler comme avant, au niveau local, au niveau de la promotion, au niveau de soutien de l'aérien, au niveau de le produit touristique. Donc ça déjà c'était un problème. L'autre chose qui était problématique et qu'on reconnaît, c'est qu'il n'y a pas eu de travail justement le produit touristique, mais il faut offrir un produit à un client. Alors il y avait l'ONMT qui travaillait de son côté et la SMIT avec son produit touristique qui travaillait de son côté. Et donc ça c'est vrai que c'est quand même ça a eu quand même des répercussions importantes. Maintenant, aujourd'hui on est quand même à 11,5 millions de touristes. Cette année 2017 est une année magnifique. 2018. Première destination en Afrique du Nord. Exactement. 2018 s'annonce, janvier s'annonce, enfin 2018 s'annonce une belle année. Et on a une fenêtre d'opportunité. On a une fenêtre d'opportunité qui va peut-être pas durer. Mais en tout cas, on a 6 mois à 1 an, peut-être, j'espère, plus, pour faire ce qu'il faut faire, pour qu'on puisse prendre la trajectoire d'arriver à nos 20 millions de touristes. Mon petit doigt me dit que c'est la gouvernance en premier que vous allez attaquer. Je me trompe ou pas? Alors, vous vous êtes pressé, mais je vais pas vous... Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une belle performance. Il faut le dire et le redire. Le Maroc, tout le monde en parle. J'ai été en Chine, on a multiplié par 10 le marché chinois. Je vais à Berlin la semaine prochaine. Tous les plus gros Théo veulent nous rencontrer, veulent parler du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc attire. L'Europe, il fait très froid, il neige à Londres. Et ils peuvent aller quelque part, c'est au Maroc, dans les belles plages de Agadir et au sud, où il fait très très beau. Donc aujourd'hui, on a un produit qui n'existe pas ailleurs et sur lequel on peut faire de belles choses. Maintenant, la feuille de route, on en parle. On va présenter ça lors du forum de Agadir, auquel je vous invite tous le 2 avril. Donc je vous annonce qu'il y aura, on annoncera la feuille de route. Mais d'ores et déjà, je peux vous donner un peu les grandes lignes. Une des lignes importantes, donc il y aura 3 grands axes. Le premier, bien sûr, c'est l'aérien, la promotion, la commercialisation. Aujourd'hui, avec l'Open Sky, il ne faut pas se cacher, c'est l'Open Sky qui a été à l'origine, en particulier, s'il y a le plus important, c'est l'Open Sky qui a permis d'arriver là où on est, d'arriver aux 10 millions, d'arriver aux 11 millions et demi donc de touristes. C'est l'Open Sky. Non seulement ils amènent les touristes à faible prix, mais surtout, notre absence aujourd'hui sur le digital, c'est les low cost qui le remplissent. C'est les low cost qui font notre communication sur Internet. Et on a une présence sur Internet grâce aux low cost. Et les clients aujourd'hui, 50% viennent par le digital aujourd'hui au Maroc. Donc c'est 50%. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'individuel. L'individuel, il va chercher toutes les différentes possibilités pour acheter le billet le moins cher, etc. Et donc, c'est les low cost qui peuvent permettre ça. Donc pour nous, s'il y a une priorité, ça sera les low cost. Ça sera d'aller à la phase 3 et la phase 4 de l'Open Sky et d'avoir une vraie libéralisation. Maintenant, effectivement, il faudra prendre en compte la situation de notre compagnie nationale. Il faut la maintenir, il faut qu'elle se développe, il faut qu'elle soit plus importante, mais c'est une équation qui va être difficile à résoudre, mais il faut la résoudre. Et c'est pour ça, la chance qu'on a dans cette composition gouvernementale, c'est qu'on a l'aérien, le transport aérien, qui est sous le même ministère que le tourisme, et ça change beaucoup les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas... qui puisse jouer le rôle de voyageur
choix un terrain entre guillemets. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix entre ou la RAM ou le low cost, ou la RAM ou l'open sky. C'est comment faire l'open sky en maintenant, en développant la situation de la RAM. Et trouver une solution à cette équation et vraiment trouver la vraie solution plutôt que d'essayer de choisir. À chaque fois, on a essayé de choisir. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. La Royal Air Maroc, c'est très important pour nous. Mais le Maroc, ce qui est important pour lui, c'est le tourisme. C'est ça ce qui est important pour le Maroc, pour les Marocains, pour les emplois. Et donc, on a notre priorité pour le développement national, c'est le tourisme, avant tout. Donc ensuite, il y a les aéroports, qui est la première entrée, la dernière sortie. Il faut que ce soit impeccable. C'est la dernière idée que le touriste se met. Donc là, on travaille aussi sur les aéroports pour améliorer l'accueil, améliorer la qualité de service, etc. Et bien sûr, la commercialisation. On a un des plus gros commercialisateurs qui est en face au Maroc. On est honoré de l'avoir ici. Mais en tout cas, on a 3 ou 4 TO qui représentent 80% de l'Europe. Donc il y a TEI, Thomas Cook, FTI... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils sont énormes. Donc ces gens-là, il faut leur faire du corps à corps. C'est très, très, très important pour nous. Il y a des opérateurs qui emploient beaucoup de gens au Maroc. Ces tour opérateurs, ils ont leur réseau, leurs avions, leurs clients, leurs concepts, leurs hôtels. Donc, on ne va pas se poser de questions. Et souvent, c'est les séjours les plus longs. Ils amènent des clients pour rester pendant une semaine, alors que souvent l'individuel, c'est du city break, c'est 2 ou 3 jours. Donc, les tours opérateurs, c'est très très important pour nous et on va continuer à axer l'effort sur ces tours opérateurs. Et on espère qu'on aura à avoir des tours opérateurs marocains également qui verront le jour et qui permettront de développer notre destination. Donc ça, c'est la partie commercialisation et le digital. Quand on voit certains pays qui sont complètement online, il n'y a plus de offline, il n'y a plus de publicité, ni sur les télés, ni sur les métros, tout est online. Online, on peut cibler le touriste qui veut jouer au golf à El Jadida et on va aller chez lui, on va lui parler à lui sa langue. Donc, c'est magnifique ce qu'il y a sur le digital et on est très 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 loin du compte, mais ça pour nous, c'est la priorité. C'est très important. Qu'est-ce que vous pourriez faire sur le digital de plus par rapport à aujourd'hui ? Mais il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. C'est pas pour insulter, mais il n'y a pas grand-chose. Reconnaissons-le. Donc aujourd'hui déjà, sur les réseaux sociaux, il va falloir avoir des wall rooms, il faut être présent, il faut qu'on ait beaucoup d'influenceurs, il faut qu'il y ait ce mouvement où les visiteurs, eux, font la promotion du Maroc. C'est beaucoup plus crédible, c'est gratuit, et donc la seule chose qu'il faut, c'est qu'il soit satisfait. Et au niveau promotion également, on peut toucher sur le digital. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec Expedia, Mr.Fly, enfin on travaille avec tous les sites, mais on peut faire beaucoup de belles choses, et on est en train de travailler aujourd'hui sur des choses magnifiques. Le deuxième bloc important, c'est le bloc de l'investissement. Je parlais tout à l'heure, les banques ne financent plus le tourisme. Et c'est normal, parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent sur le tourisme aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on les a poussés, que ce soit eux, que ce soit les compagnies d'assurance et les institutionnels, à faire des investissements qu'ils n'étaient pas supposés faire. Donc aujourd'hui, les outils ne sont pas nécessairement adaptés, que ce soit le Rénovotel, tout est un peu loin du vrai besoin. On a fait quelque chose, ça semble bien, mais quand on vient voir les montants, les max, les fonds de garantie, etc., ça ne s'applique pas à la situation réelle. On rappelle que le tourisme, c'est le dernier secteur aujourd'hui auquel les banques prêtent. Hein. C'est 2%, grosso modo, du total de l'ensemble des secteurs. Et les banques ont leur objectif, leur rôle principal, c'est que quand on a un dépôt et on veut récupérer notre argent, qu'on puisse le récupérer. Donc il faut qu'ils optimisent l'allocation de leurs ressources. Ils ne sont pas là pour... celui qui est là, c'est l'État qui doit donner, qui doit offrir les conditions nécessaires pour allouer, donc les garanties, pour allouer ces ressources-là vers le tourisme. Et ça, c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Donc, un fonds de défaisance dont on a déjà parlé. Ça, vous réfléchissez le fonds de défaisance ? Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Oui, d'accord. On en parle donc un fonds qui va regrouper l'ensemble des créances en souffrance. Voilà, on est en train de parler. Les banques, pour elles, bien sûr, ça peut être intéressant pour que ce soit un nouvel élan au lieu. On ne peut pas continuer à appeler, oui, s'il te plaît. Il faut qu'il y ait structurellement, institutionnellement, le système nécessaire pour financer le tourisme. Et c'est à nous de le trouver. L'autre chose, c'est que j'ai trouvé une compétition aux nouvelles capacités. Ah, on est à 43% d'atteinte de la capacité à telle chose. Mais l'objectif, c'est la qualité. On a beaucoup. À Agadir, on a plus de 30 000 lits, 15 000 peuvent être utilisés. Il faut mettre à niveau nos capacités.
Et il faut que le système fiscal, que le code sur lequel on est en train de travailler permettent aussi d'accompagner les rénovations et pas seulement les nouveaux investissements, parce que c'est aussi, sinon, plus important et plus facile à financer. Donc l'investissement, c'est le deuxième bloc très important. Et le deuxième bloc aussi, qui est très très important, c'est la formation, la qualité, l'informel. Je sais qu'on a beaucoup d'informels, on le sait. Et donc là aussi, bon, on travaille avec Airbnb, et l'idée c'est quand même de... On ne peut pas continuer à demander à des investisseurs de payer des impôts, d'investir, d'employer des gens, alors qu'on a d'autres personnes qui sont dans leurs appartements, à Paris ou ailleurs, et qui ont, avec le site le Airbnb, donc avec un site internet, ils louent, ils ont, et ils ne payent pas leurs... Donc là, Airbnb sont prêts, on est en train de travailler avec eux, et d'autres, même les opérateurs actuels. Quand on voit à Fès qu'on affiche un taux de remplissage, d'occupation des hôtels de pratiquement 30%, j'y étais la semaine dernière, il n'y a pas une seule chambre de libre. Donc c'est vraiment mystérieux. Mais en tout cas, tout ça, il faut travailler dessus parce que ça a un effet sur les banques. Les banques ne veulent pas financer à Fès parce qu'elles se disent que Fès ne se remplit pas, alors que Fès se remplit. C'est ça le problème. Donc à chacun fait son compte, mais après le problème c'est que ça touche tout le système. Donc là, tout ça, il faut travailler dessus. Donc la réglementation, l'hébergement, on est en train de travailler dessus pour avoir un 5 étoiles ici, c'est un 5 étoiles dans d'autres pays. Et donc tout ça, c'est très important. Ensuite, avoir on ne peut pas aménager tout le Maroc, donc on va essayer d'encourager, comme ce qui s'est passé dans l'agriculture ou l'industrie, que les opérateurs, qu'on les aide, ça peut être des prix d'investissement à 15-20%, que ce soit eux qui aillent aux différentes régions pour développer leurs projets. C'est eux qui savent et qu'on se mette d'accord pour qu'on les aide et on les finance s'ils vont dans certaines régions qu'on veut, dans certaines, de l'animation, etc. Parce qu'on ne peut pas attendre de nous, au niveau du ministère, de tout faire. Et nous, on a des régions locomotives aujourd'hui qu'il faut faire. Fès qui l'a aidé, c'est Marrakech et la ligne Marrakech-Fès. Donc aujourd'hui, je suis désolée de parler beaucoup de Fès, mais toutes les régions sont importantes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des locomotives. Aujourd'hui, on a des locomotives. Ce qui va nous aider, Marrakech est importante. Il faut augmenter la durée de séjour parce que le plus important, c'est les recettes. Mais ce qui va nous aider vraiment à augmenter le nombre de touristes, c'est le balnéaire. Et le balnéaire, là où on fait la différence, c'est au sud. Quand il fait beau, alors qu'ailleurs, il ne fait pas beau. C'est le balnéaire en hiver. Et là, on est en train de lancer plusieurs nouveaux terrains. On a beaucoup, on a Harod, on a Tamawenza, on a le parc national de Souss-Messa, on a Gilmim, on a Tantan, on a des plages incroyables, on a des terrains, on les a assainis. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, et on va vraiment se concentrer sur ça, avec un nouveau modèle de station. Donc ensuite, le maïs, c'est très important. Donc, on va travailler sur Tanger, sur Rabat, sur Casablanca, sur différentes choses pour tout ce qui est congrès. Et puis ensuite, bien sûr, maintenir. On a fait des investissements importants à Saïdia, on a fait des investissements importants à Mogador. Il ne faut pas qu'il y ait de clôture, il faut maintenir, il faut repositionner. Donc ça, c'est important pour nous. Sur les marchés, bien sûr, la Chine, c'est très important, la Russie, c'est important, les États-Unis, c'est important. Mais on a des marchés très importants. Il faut toujours avoir des priorités parce qu'on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, il y a l'Allemagne, il y a l'Europe du Nord, il y a l'Espagne, la France, l'Italie. Donc il y a des marchés pour nous qui sont là à prendre. Et donc on va quand même commencer par ça et se concentrer. Mais bien sûr, on travaille sur la Chine parce qu'ils dépensent. Donc c'est un peu ça les idées sur lesquelles on va, sur quoi on travaille. Et on travaille avec les opérateurs pour avoir quelque chose qui est commun, effectivement, cette feuille de route qui est commune, qu'on annoncera. Et on est vraiment, vraiment magnifique secteur, et merci beaucoup. Une dernière question, Lamia Boutaleb, juste, d'ici la fin du mandat, vous pensez tabler sur combien de touristes qui pourraient visiter le Maroc? On est à 11 millions en 2017, question difficile, je sais, mais si on devait jouer au jeu des pronostics, on pourrait aller à 15? Parce que c'est un peu sur ça qu'on travaille, mais voilà, c'est sur les grands conservateurs de l'ONLT s'approchent du 15, donc peut-être qu'on va y arriver. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Madame la secrétaire d'État. Pour ce tableau justement sur la vision 2020 et puis les ambitions précises et les mesures qui seront prises donc seront dévoilées dans un mois, c'est ce qu'on retient notamment ce soir. On va donner la parole à présent à Saïd Mouid, le président de l'Observatoire du tourisme, qui est avec nous. On va voir avec lui un bilan chiffré du secteur du tourisme en 2017, quelles sont les perspectives
auquel on peut se projeter justement à l'avenir, et dans un avenir horizon 2020-2025, c'est Louis. Je vous en prie, allez nous rejoindre. Monsieur Chiffre du tourisme. Je peux vous appeler comme ça. Alors je crois que vous avez une petite présentation pour nous. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Pour pouvoir parler chiffres. Alors, tenez. Est-ce que c'est bon? Allez-y, je pense que c'est bon. Madame la ministre, Madame Bacon, Madame la ministre, Madame Bénis, Madame Bacon, mes chers amis, mes directeurs présents. Donc il m'échoit le rôle aujourd'hui de vous donner les chiffres, un état des lieux chiffré sur le tourisme au Maroc pour l'année 2017 et puis également un aperçu sur ce qu'ont été les périodes de 2010 jusqu'à 2017. Et puis lors du débat, nous parlerons donc des perspectives. Je vous épaule. Hop. Alors tout d'abord, une idée sur le tourisme mondial, puisque je voudrais qu'on place notre tourisme dans le cadre de ce qui se passe ailleurs. Donc aujourd'hui, le tourisme mondial, c'est 1,3 milliard de visiteurs, donc une augmentation de 7%. C'est la plus grande augmentation depuis une décennie, puisqu'on avait une moyenne de 4%. C'est une contribution du PIB de 10%. C'est un chiffre d'affaires de 1,4 trillion de dollars en termes d'export. La région la plus importante, 50% du tourisme mondial, c'est l'Europe méditerranée, 611 millions, en progression de 8%. Et c'est la région dont a parlé Madame la Ministre pour dire qu'elle est là, à côté, à 3 heures de vol, et à prendre, et pour laquelle nous avons quelques décennies d'expérience. L'Asie-Pacifique est la deuxième région mondiale, avec 324. L'Afrique, en augmentation de 8%, le Moyen-Orient, et enfin les Amériques qui sont légèrement en recul en termes de progression par rapport aux autres parties du monde. Quelques modifications sur la scène mondiale. La France devient la première destination mondiale avec 89 millions, l'Espagne 82, le Royaume-Uni se classe aujourd'hui en 6e position, mais Londres reste la deuxième ville mondiale. Le Maroc aujourd'hui, en termes de tourisme, c'est la première destination en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique, le continent, donc on intègre l'Égypte. Le Maroc, aujourd'hui, c'est 11,3 millions de touristes, c'est une augmentation de 8%, et une recette de 7,5 milliards en dollars. Donc nous sommes en tête par rapport à l'Égypte, à l'Afrique du Sud, à la Tunisie. Et vous avez le tableau pour vous donner la position du Maroc. Donc c'est quand même important que le Maroc soit le premier pays touristique en Afrique. Nous sommes entre 30 et 32e, nous n'avons pas encore les chiffres de 2017 pour passer. Nous sommes dans le 30-32e mondial, mais nous sommes dans le club des millionnaires, des touristes en millions. Ça fait du bien quand même, 8,5% de hausse de recettes en plus, comparé à 2016 ou 2015, bien sûr. Ouf de soulagement. Alors le tourisme dans l'économie du Maroc, il faut le rappeler que le secteur du tourisme, c'est le premier secteur générateur de devises, avec donc 7 milliards de dollars, donc ça fait 69 milliards de dirhams en devises, non compris le transport. Le tourisme est aussi le deuxième contributeur au PIB du Maroc, donc avec 11,4%. Et c'est aussi le deuxième secteur créateur d'emplois, avec plus de 500 000 emplois directs. Donc à peu près, il y a aux environs de 4 millions de personnes, donc si on prend une famille moyenne, qui vivent du tourisme, donc il y a une augmentation de 5%. C'est un secteur transversal par excellence. Transversal parce que le tourisme fait marcher toute l'économie. Il fait marcher l'agriculture, il fait marcher l'industrie, il fait marcher le textile, il fait marcher le bâtiment, il fait marcher le transport, il fait marcher tous les secteurs, et c'est aussi un secteur stratégique parce qu'il emploie un très large spectre de compétences. Cela va donc des gens à un niveau moyen jusqu'à des gens à un très haut niveau, et notamment dans la finance et le digital. Alors aujourd'hui, il est très agréable de présenter les résultats parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Nous avons traversé quelques périodes relativement perturbées, mais aujourd'hui, les résultats sont, comme l'a dit Madame la Ministre, il y a une très grande fenêtre qui s'est ouverte, et en 2017, nous avons battu pratiquement que des records en termes de performance. Et s'il faut retenir quelque chose, il faut retenir que le Maroc a gagné en 2017
1 million de touristes. Nous avons gagné 1 million. Nous avons gagné 2,8 millions de nuitées. Nous avons gagné 5,5 milliards en plus, de dirhams en devises. Nous avons gagné 5 points d'occupation, et ceci va rassurer les banquiers qui, comme le dit Madame le ministre, sont un peu inquiets pour les taux de remplissage. Nous avons gagné 2,15 millions de passagers aériens. Là aussi, c'est une des conséquences de l'ouverture du ciel, de l'open sky et de l'agressivité des low cost. Et nous avons, malgré tout, progressé dans l'investissement. C'est un grand débat, mais le Maroc, et on va le voir dans d'autres slides, le Maroc a continué à produire des lits. Grâce à Dieu, il y a aujourd'hui une redistribution au niveau spatial, c'est-à-dire que ce n'est plus Marrakech, mais c'est d'autres, on va le voir, d'autres villes où on construit. Ça, c'est intéressant, effectivement. Et pourquoi? Ça aussi, c'est parce que nous avons confiance en l'avenir. Et parce qu'il faut continuer, et aujourd'hui, nous avons une fenêtre, et pour pouvoir continuer à adresser les marchés, il faut avoir de la capacité. Et parce qu'on l'espère, on aura le mondial 2026 également. Voilà dessous. Donc, s'il y avait des chiffres à retenir, c'est bien ce qu'on a gagné, ce qu'a gagné le Maroc en 2017. Alors, je vais revenir plus en détail pour chacun des aspects, chacun des indicateurs, mais il faut dire que nous avons passé une situation relativement difficile depuis 2007. Je rappelle quand même que depuis le lancement du plan stratégique de la vision 2010, le Maroc a connu en 2007-2008 une crise financière, enfin le monde a connu une crise financière qui a eu des répercussions énormes. Il y a eu les effets du printemps arabe avec l'ensemble des amalgames dont on a subi les conséquences, et nous avons aussi la phase après de tous les attentats qu'on a connus en Europe et ailleurs et qui ont eu un effet induit sur notre activité et particulièrement à cause de cet amalgame. Donc aujourd'hui, les arrivées des touristes, nous sommes à, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous sommes à 11 millions et demi. Les touristes étrangers représentent 52%, avec une belle progression, une progression de 15%. Les ressortissants marocains étrangers qui sont comptabilisés comme partout dans le monde, en Turquie, en Égypte, en Afrique du Sud, partout, selon la nomenclature de l'Organisation mondiale du tourisme, donc ont une progression légèrement inférieure de 5%. Et donc le Maroc a connu 10% d'augmentation cette année. Nous allons voir après quelles étaient les tendances sur les années précédentes. Par pays, donc l'ensemble des pays, il faut se féliciter que l'ensemble des pays connaissent une augmentation. Et la plupart, les touristes français qui sont revenus, notamment. Alors il y a le tourisme, on reviendra sur la partie France. L'ensemble des pays connaissent une augmentation substantielle, à l'exception d'une seule zone qui a connu un tassement, un léger retrait, c'est la zone du Moyen-Orient. Et il est facile de comprendre les causes. Donc aujourd'hui, les principaux pays pourvoyeurs donc de tourisme, les pays émetteurs, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, ont tous des taux d'augmentation relativement importants, donc 8% pour la France et l'Espagne, 6% pour le Royaume-Uni, 15% pour l'Allemagne, etc. Les USA, très belle performance de 23%. Je ne parlerai pas des augmentations à 3 chiffres sur des marchés émergents comme la Chine et autres. Donc nous avons une augmentation qui est générale. Nous avons également, si elle est générale par rapport aux pays émetteurs, elle est également générale en termes d'arrivée sur tout le Maroc. La distribution sur le Maroc est quasiment identique. Nous allons le voir au niveau des nuitées. Donc, au niveau des nuitées, nous avons réalisé 22 millions de nuitées en 2017, en progression donc, de 15%. C'est un des indicateurs importants pour l'économie, important pour les banques et important pour la confiance en l'avenir. Et donc nous voyons qu'au niveau de toutes les villes, de toutes les destinations marocaines, nous sommes à un taux de 2 chiffres. D'accord? Donc Marrakech, locomotive du tourisme marocain, bien sûr, se place en tête, mais il y a un retour d'intérêt sur d'autres villes qui avaient été délaissées les années dernières. On voit par exemple Fès, dont a parlé Madame la Ministre, où on a
un 39% d'augmentation, on verra quelles sont les causes. On a également toutes les villes, Marrakech, Agadir, Casablanca, Tanger également, donc 25%, et un retour important sur des villes comme Ouarzazate, qui a connu quelques petites difficultés avant, mais également Tétouan. Et tout ceci, on va le voir, parce qu'il y a derrière tout cela un certain nombre de choses. Il y a d'abord l'image du Maroc, la notoriété du Maroc aujourd'hui, et depuis des années, c'est un pays qui est connu pour sa stabilité, sa sécurité. Il y a la qualité du produit. Malgré tout, quand on fait des comparatifs et quand on fait au niveau de l'Observatoire toutes les études sur l'appréciation de la clientèle, le taux de satisfaction est absolument très élevé. C'est comme ça qu'eux le voient. C'est également la diversité du produit. Nous avons un pays qui est extrêmement diversifié. Nous avons tous les types de tourisme, montagne, balnéaire, culturel, écologique, etc. Nous avons également, nous allons le voir, une répartition sur le pays de plusieurs ports d'accès. Nous avons 15 aéroports internationaux et nous avons également, il faut le dire, tout un effort qui a été fait sur la promotion l'année dernière en matière de digital, même si c'est vraiment encore à l'état embryonnaire, mais également tout un effort qui a été fait sur le copartenariat avec les compagnies d'aviation. Donc ça, c'est aussi des choses qui ont beaucoup marché et qui ont accompagné cette tendance de 2017. Alors Saïd Moïd, juste je vous coupe, pardon, parce que le temps passe vite, Oui. on a très peu de temps, on a encore 4 intervenants. Peut-être, allez rapidement, il nous reste 3-4 minutes ensemble, juste peut-être nous parler des 3 tendances qui vous ont le plus marqué en dehors des grands chiffres. Effectivement, on vient de voir les recettes en hausse, le nombre de touristes en hausse, les nuitées qui sont en hausse. S'il y avait 3 tendances qu'on doit retenir en plus par rapport à l'année 2017, sur l'année 2017, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous avons une tendance qui est relativement positive en termes de transport aérien. Nous avons vu que le Maroc a, en 2017, réalisé 22 millions de passagers aériens, une augmentation de 8%, c'est très important. C'est 18 millions et demi de passagers internationaux, également avec 11% d'augmentation. Donc il y a une dynamique aérienne qui s'est installée, d'accord ? Il y a une dynamique de produits puisque nous avons de nouvelles capacités dans d'autres villes. Si on regarde les nuitées par destination, nous allons voir que, ou les capacités tout à l'heure par destination, nous allons voir que un resort une zone comme Tamoud Abeille aujourd'hui a une augmentation de 15% de capacité. Nous allons voir également que Saïdia, d'année en année, on injecte de la capacité, donc la ville va devenir visible de plus en plus. Nous avons vu également que sur Agadir, il y a la zone Tarazout, où il y a également une injection importante de capacité et de qualité. Et donc si ce n'est que ces 3 sites, ce sont des 3 sites balnéaires qui confortent. Là-dessus, il va falloir capitaliser et qui apportent un plus parce que jusqu'à les dernières années, nous avons beaucoup travaillé, et grâce à Dieu, sur le culturel. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, toutes les fenêtres sont ouvertes justement pour pouvoir aller vers capter la clientèle aujourd'hui. Nous avons également une orientation de notre tourisme vers le tourisme responsable, vers le tourisme durable. Cela parle aujourd'hui beaucoup à la clientèle. La multiplicité, les 15 aéroports internationaux aujourd'hui sont liés directement aux aéroports étrangers, donc permettent justement que ces compagnies low cost puissent venir de point à point et offrir soit des séjours de week-end ou des séjours, disons, longs. D'accord ? Donc il y a toute une dynamique qui est installée et qu'il faut absolument accompagner. Et effectivement, il faut aller sur l'aérien, on peut aller dans les territoires aussi, davantage miser sur le patrimoine culturel. Ça, c'est un des axes aussi qui va développer à l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut développer tous les axes. Parce qu'il y a une demande très diversifiée. Il y a une demande pour le culturel, il y a une demande pour le patrimoine, il y a une demande pour l'expérience et l'immersion dans les zones les plus reculées. Il y a un tourisme de désert aujourd'hui, il y a un tourisme balnéaire, de découverte. Nous avons cette palette, justement, c'est ça notre chance, et qui fait qu'on peut compenser parce que nous attaquons des cibles de clientèle extrêmement diversifiées, des jeunes
jusqu'aux retraités, etc. Donc, et nous avons énormément de types de produits, et mon ami va en parler, Samir. Nous avons une palette de produits qui répond à plusieurs cibles. Une dernière question. Oui. 2018, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on va encore augmenter le nombre de touristes? On a fait 11 350 000 en 2017. Nous sommes sur une pente très positive. Nous avons même eu peur à un moment donné qu'un certain nombre d'événements dans l'environnement du Maroc puissent avoir des impacts. Ça n'a pas été le cas. D'accord ? La tendance sur le mois de janvier et février est extrêmement positive. Nous avons également une fenêtre importante sur la France. Vous n'avez pas l'acteur sur la France. Nous avons 2 millions de nuitées à récupérer sur la France. Donc, et la France aujourd'hui est sur une tendance à 2 chiffres, mais à 2 chiffres qui approchent la deuxième décimale, plus 20% que moins. Donc il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Le marché anglais se diversifie. Aujourd'hui, le marché anglais va plus sur Marrakech que sur Agadir. Donc si on produit, comme l'a dit l'adjointe au chef de mission, si on produit de nouveaux lits dans des zones balnéaires, le marché anglais pourra venir, parce qu'aujourd'hui il s'est retourné vers Marrakech. Idem pour le marché allemand qui s'est retourné vers Marrakech également. Donc aujourd'hui il y a de nouvelles capacités. Notre ami Atman également, donc il est sur Luxus, il y a de nouvelles stations. Sharif Alami, juste voilà. devant nous. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc la confiance demeure, l'investissement demeure, même si aujourd'hui il est réorienté et il est redéployé plus par les professionnels que par. Donc il y a énormément de choses à faire, mais l'avenir est très prometteur. L'année 2018 est une année où on va gagner encore 1 million de touristes, d'accord, et Madame la ministre a absolument raison. D'ici 2021, donc à l'échéance électorale, nous allons être à 15 millions. Ceci nous demandera une tendance d'augmentation linéaire de 7%, d'accord. Or aujourd'hui, on réalise environ de 10 à 12, donc à 7%, nous allons approcher les 15 millions, et je pense que c'est quelque chose qui pourra avoir un effet très bénéfique sur le pays. Et si on a la Coupe du Monde, nous allons démultiplier ces chiffres. Merci beaucoup Saïd Moïd, président de l'Observatoire du tourisme, pour ces données donc chiffrées 2017. Perspectives qui sont prometteuses pour cette année 2018 et puis jusqu'à du gouvernement actuel. On va voir justement qu'est-ce qu'on doit faire pour peut-être, on croise les doigts, arriver au top 20 dans le top 20 mondial du secteur touristique. Aujourd'hui, on disait le Maroc, c'est le numéro 32. Est-ce que le top 20 c'est possible, atteignable d'ici 2025-2030? On accueille avec nous Samir Reldoun Sahraoui, qui est donc le président fondateur du cabinet Corus Consulting Hospitality and Leisure. Quelle offre touristique pour accroître l'attractivité du Maroc? On parlait tout à l'heure du digital. On peut faire du digital, mais il faut capitaliser sur les territoires. Il faut capitaliser sur le patrimoine, sur l'identité, sur l'authenticité marocaine. Absolument. Dès qu'on a calé ma présentation, je viens. Bien. 3 petits boutons. En tout cas, moi j'attends vraiment avec impatience la Coupe du Monde 2026, c'est le 13 juin prochain. On a la réponse. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. C'est bon? Ok, c'est à plein écran? Non, ça ne fonctionne pas. Il y a un petit bug. Bon, on va improviser? On improvise ou pas? Non. Je voudrais que ma présentation passe avec vous. Mais je comprends pas pourquoi. C'est que ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Juste enlever. Il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de... On va redémarrer le PC pour l'instant. On va parler tête. C'est bon. C'est bon, ça marche? Ça fonctionne. Bon, Samir Reldoun Sahraoui, peut-être juste une question avant de démarrer. Vas-y. Pour la digitalisation, pour l'instant, on voit qu'il y a du boulot qui est fait. Est-ce qu'on en fait assez? Et sur quel axe on peut aller justement pour davantage développer le volet digital aujourd'hui? Si tu permets, j'en parlerai à la fin parce que Oui. c'est un volet important. Je voudrais, merci Landry,
Je voudrais en introduction d'abord dire quelques mots à Madame la secrétaire d'État. J'ai été vraiment ravi, Madame, par votre intervention, parce que vous avez mis le doigt sur un certain nombre d'aspects fondamentaux. Et ce 1er avril dont vous avez parlé, c'était pas un poisson d'avril, c'était un bon 1er avril. Et je vois qu'en quelques mois, franchement, sans complaisance aucune, vous avez compris et maîtrisé les aspects les plus fondamentaux, les plus importants, et vous les avez cités. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un petit voyage dans le tourisme marocain et relater un petit peu une appréciation qui est le résultat ou le fruit de 35 ans d'exercice dans ce secteur au Maroc. Je vous invite à lire ce slide. C'est un dicton qu'on prête à Gandhi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas j'adore ce texte qui dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Pourquoi j'adore cette maxime? Parce que, selon moi, c'est la maxime qui devrait être la nôtre aujourd'hui, s'agissant de notre secteur, le tourisme. Nous connaissons-nous suffisamment? Connaissons-nous, avons-nous identifié quel est notre ADN touristique aujourd'hui? Parce que mieux on la connaîtra, mieux on l'identifiera, et plus facilement on la proposera et on la communiquera. Alors, un petit mot sur le tourisme. Bon, mes amis ici présents qui me connaissent vont entendre ça peut-être pour la 3e, 4e, 5e fois, mais j'ai envie de saisir cette opportunité pour en parler. Bon, le tourisme, c'est quoi? C'est l'administration du temps libre, c'est-à-dire un temps précieux, délicat, important, qui appelle la notion de qualité, d'originalité, de différence, d'expérience. Il s'agit aussi de gérer le séjour de nos visiteurs, mais aussi de gérer ce que sera le souvenir de cette visite au Maroc. Il ne s'agit pas simplement de gérer quantitativement quelque chose, mais aussi de gérer subjectivement qu'est-ce que ce visiteur va en garder. C'est peut-être la chose la plus difficile. Un mot sur l'origine du tourisme, si vous permettez. Je ne veux pas avoir l'air d'un lecturer ici, mais juste parce que c'est important. L'origine du tourisme, elle est religieuse. Elle est religieuse. Pourquoi? Elle est religieuse parce que, bon, il y a eu les conquêtes religieuses par le passé, mais il y a aussi le pèlerinage. Qu'est-ce qu'on fait dans un pèlerinage? Qu'est-ce qu'on fait, nous, musulmans, quand on va à la Mecque? Eh bien, on fait 5, 6, 7, 8 choses. L'Hajj. On est à la Mecque, on tourne autour de Kaaba, on embrasse l'Hajj al-Aswad, on fait Safa al-Marwa, et d'autres choses. Et l'Hajj, on va à Mont Arafat, on fait ça. Bref, on fait 7, 8 choses qu'il faut avoir fait, sinon, on n'a pas accompli notre pèlerinage. Le tourisme, c'est un petit peu la même chose. Pourquoi? Parce que dans une destination, il faut que le visiteur puisse faire dans une même destination au moins 4, 5, 6 choses, sinon son voyage n'est pas véritablement accompli. Paris. L'Américain qui va à Paris, s'il n'a pas fait Notre-Dame, s'il n'a pas fait le Sacré-Cœur, s'il n'a pas fait les Champs, Safa al-Marwa, quelque part, s'il n'a pas fait, et j'en passe, eh bien, il n'a pas accompli sa visite correctement de Paris. La même chose sur Rome avec son Vatican, avec sa fontaine de Trévise, etc. Donc, et ça, le rapport, il est lié à une chose qu'on appelle la durée moyenne de séjour. C'est-à-dire, plus vous avez de choses à faire dans une destination donnée, plus vous y restez, plus il y a de nuitées. Et c'est là que nos 22 millions de nuitées actuelles pourront devenir 30-35. Donc il faut qu'on cultive le rituel touristique, et ça rejoint ce que disait Madame la ministre tout à l'heure. Il y a tant de destinations sur lesquelles ce trésor n'a pas encore été véritablement mis à profit. À quelle destination vous pensez justement? Fès. Et je rejoins Madame la ministre là-dessus. Vous vous rendez compte le trésor que nous avons à Fès, au plan historique, au plan patrimonial, au plan spirituel, et j'en passe. Nous n'avons pas encore commencé la mise en tourisme de Fès. Je vous parlerai de mise en tourisme tout à l'heure. C'est quoi la mise en tourisme? C'est la mise en place d'une scénographie touristique dans une destination donnée. C'est-à-dire qu'il faut que ce touriste sache qu'il doit accomplir un certain nombre de... La Médina n'est pas suffisante. Fès est une ville d'eau, par exemple. Le thermalisme n'a pas... Aujourd'hui, le thermal c'est quelque chose dont on pense pour une cible marocaine bien précise. Bon, Vichy est arrivé, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être que l'eau... Enfin, tu m'invites à des digressions que je n'ai pas envie de faire pour l'instant. Alors, le tourisme dans le monde, Saïd en a parlé, 1400 milliards de dollars, peut-être mes données ne sont pas tout à fait à jour, en exportation, 6% d'exportation mondiale, 9% du PIB mondial,
29% des exportations de services et un emploi sur 10. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire un pas sur ce secteur. Et l'Organisation mondiale du tourisme nous dit que la participation du tourisme au PIB mondial va continuer de croître à un rythme de 4,2% l'an pour atteindre 12%. 9% aujourd'hui, elle va atteindre 12 à 13% en 2030. Comment pouvons-nous, comme le dit Madame la Ministre, faire une impasse sur ce secteur aussi important? Et cette croissance va reposer notamment sur les dépenses touristiques. Et c'est là que je voudrais mettre un accent, si vous le permettez, au cours de cette présentation, c'est l'importance des dépenses et l'importance du revenu par touriste, j'y viens. Le Maroc dans le monde, vous avez cette illustration en face de vous, 11,3 millions de touristes, ça a été dit par Saïd, 7,6 milliards de dollars de revenus, 0,6% des recettes mondiales, bon, on a de la marge de progression, et 15% des recettes africaines. C'est 2017, je suis tout à fait d'accord, c'est un bilan extrêmement satisfaisant, tout comme Balkim Saïd là. En TES, 11,35 millions d'arrivées au poste frontière, 22,1 millions de nuitées, un taux d'occupation 43%, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, Madame la Ministre, tout à l'heure, lorsque vous disiez que vous ne trouviez pas une chambre à Fès, et pourtant le taux d'occupation est bas. Ça veut dire qu'on a un problème de qualité de produits s'agissant de l'hôtellerie. Et quand on parle d'hôtellerie tourisme, je dis très souvent, attention, l'hôtellerie n'est pas un tourisme. L'hôtellerie est un équipement au service du tourisme. Le tourisme, c'est l'expérience touristique qui va être vécue par le touriste sur la destination. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point-là? Parce que le temps avance, franchement, on est vraiment en retard, Samir. Ah oui, Peut-être, je sais que tu me donnes mon temps. Je vais te sanctionner toi aujourd'hui exceptionnellement, mais si on avait deux axes principaux tout à l'heure, tu nous parlais de la digitalisation, il y a aussi ce volet du parcours du touriste dans les territoires, mettre le patrimoine au cœur du tourisme national. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans les 3-4 prochaines années qui arrivent maintenant? Si tu ne m'interromps pas, je vais te le dire. Ah mais oui, mais il nous reste peu de temps. Ah oui, mais je prends mes 20 minutes. Non, alors, s'agissant de la recette... Possible, franchement. Alors, j'arrête tout de suite. Non, mais non. Ah non, laisse-moi finir. Alors, je voudrais attirer aussi l'attention sur la question de la recette unitaire par touriste. Combien faisons-nous aujourd'hui en termes de recette unitaire par touriste? On fait dans les 600, 700 dollars par touriste. Il serait important que nous réinventions notre offre touristique. Tu vois, là, tu me perturbes, je vais commencer à dire n'importe quoi. Je t'écoute. Fixer un cap stratégique, bien se connaître, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire le tour de nous-mêmes, analyser les attentes des marchés cibles par rapport au Maroc, choisir un business model. Nous avons le droit de choisir notre business model. Nous ne sommes pas obligés de dupliquer le business model turc ou espagnol ou autre. Nous sommes une société qui pense, où le débat est ouvert. Nous avons le droit d'ouvrir un débat sur le tourisme. Quel type de tourisme voulons-nous? Est-ce que c'est un tourisme à l'Ibiza? Ou bien pouvons-nous nous le permettre? Ou bien devrions-nous plutôt aller vers un tourisme, non pas plus conservateur, mais plus proche de notre ADN? Et je voudrais vous livrer ce petit exercice chiffré. La question au plan stratégique, c'est de se poser la question, est-ce que nous voulons un objectif quantitatif en nombre de touristes, arrivées, nuitées, ou bien est-ce que nous voulons un objectif plutôt qualitatif, en durée moyenne de séjour, nuitée, et surtout en recettes? Alors nous avons le choix entre ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire 11,3 millions de touristes, dont 52% de touristes étrangers de séjour, à une recette de l'ordre de 700 dollars, ce qui nous donne nos 7,6 milliards de dollars actuels, ou bien est-ce que nous voulons vraiment, et j'ai été très rassuré par la secrétaire d'État qui disait que les 20 millions n'étaient pas inscrits dans le... c'est plus un leitmotiv, c'est plus une ambition qui est exprimée, ou bien nous voulons absolument faire nos 20 millions de touristes avec un risque de recettes unitaires qui baisse. Parce que plus on court vers le nombre, plus on risque de faire des concessions au plan des prix et arriver à une recette unitaire de l'ordre de 400 dollars qui va nous donner le même revenu qu'aujourd'hui. Alors que si nous nous projetons sur une hypothèse de 15 millions, je suis très heureux des 15 millions que vous avez cités tout à l'heure, mais avec une recette de 1200 dollars par touriste, nous arrivons à 18 milliards de dollars de recettes. Et là, nous aurons tout à fait gagné notre pari. Alors comment y arriver? Je voudrais donner ici quelques exemples. Le cas de la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Parce qu'elle fait partie du top 10 mondial en recettes. Et c'est un pays émergent, avec des échelles plus ou moins comparables avec le Maroc en termes de PIB, etc. Que vend la Thaïlande? D'ailleurs, la Thaïlande, voilà, 406 milliards de PIB,
Le tourisme, c'est 12% du PIB, 50 milliards de dollars de recettes, 32 millions de touristes. Une recette unitaire de 1500 dollars par. Voilà ce qu'elle vend, la Thaïlande. Elle vend un tourisme que j'appelle en mode DNA. Vous allez me dire, il n'y a pas que ça en Thaïlande, il y a d'autres choses, je sais. Mais de toute façon, cette autre chose, c'est 10% du tourisme mondial. 10% du tourisme mondial, où qu'on aille. Mais voilà ce qu'elle put up front. Un balnéaire, oui, mais un balnéaire d'exception. Une mise en tourisme avant tout culturelle. D'autres exemples, l'Indonésie, 12,2 milliards de dollars avec une recette unitaire de l'ordre de 1200 dollars. Je rappelle que nous sommes à 700. L'Afrique du Sud, 1000 dollars par visiteur, mais elle met en avant la culture, la nature, l'authenticité. Le Liban, un tout petit pays qui ne fait que 1,8 million de touristes, mais avec une recette unitaire de 2000 dollars par habitant en vendant la culture, le patrimoine immatériel, la fraîcheur, la vie nocturne, etc. Le Vietnam, 15,4 milliards de dollars de recettes pour 8 millions de touristes avec 1875 dollars par visiteur. Vous m'avez compris, l'Égypte avec sa mer Rouge, la Grèce. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de commun, toutes ces destinations-là? C'est une recette unitaire élevée et un produit mis en avant qui est d'abord culturel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de balnéaire, au contraire. Mais quel balnéaire devons-nous faire? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est un balnéaire calqué sur le modèle espagnol-turc? Ou bien est-ce qu'on n'est pas en droit de penser à notre propre concept balnéaire? Faut-il qu'il soit forcément industriel? C'est une question qui est posée. Mais surtout, ne faut-il pas qu'il soit conceptualisé selon une ADN marocaine? Le Riad a parfaitement marché à Marrakech, à Fès. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est ça ce qu'il faut faire, mais pourquoi le Riad ne fonctionnerait-il pas en bord de mer? À Saïdia, à Tarazout et ailleurs. Je voudrais vous parler un petit peu du marché britannique, étant donné la présence de Victoria ici. Je voudrais présenter le marché britannique non pas pour vous informer, pour le prendre en tant que cas et comme preuve, quelque part, de ce que j'avance. Le profil de ce marché, c'est la 6e économie mondiale, avec un PIB par habitant de 42 500 dollars, 70 millions, voire plus, de départs par an, c'est le 2e marché européen après l'Allemagne, un taux de réservation de voyage en ligne de 70%. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Découvrir des cultures étrangères, aussi du balnéaire, ça ne veut pas qu'ils ne cherchent pas du balnéaire, mais un balnéaire de grande qualité, de village au mode de vie préservé, la sécurité, ça a été dit par Madame l'adjointe au chef de mission, et des vacances en toute liberté. Alors, on discute beaucoup de Airbnb, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on ne peut rien y faire. Airbnb s'impose, régulé, oui, mais il faut que nos amis hôteliers acceptent les règles du jeu, les styles de vie évoluent, c'est l'ubérisation de l'économie de façon générale, et l'hôtellerie n'y échappe pas. Ce marché, à l'émission, est un marché en constante progression. Je veux dire, le marché britannique est peut-être le marché le plus résilient aux crises, aux toiles conjoncturelles, tant sécuritaires que financières, puisque le trend a continué d'augmenter de 2010 jusqu'en 2014. Et aujourd'hui, eh bien, ce marché est le 3e marché, et non le second, le 3e marché pour le Maroc, parce que le premier est le marché domestique national, en termes de nuitée, suivi de la France, suivi immédiatement de la Grande-Bretagne. Vous avez cette illustration ici qui vous montre cette courbe de UK, du trend britannique, qui est harmonieuse. C'est vrai que ça a été freiné un petit peu sur les dernières années, mais le trend reste positif. C'est donc un marché important et porteur. Où vont-ils, ces Britanniques, au Maroc? Eh bien, ils vont d'abord à Marrakech. C'est leur destination privilégiée. 58% des nuitées britanniques sont réalisées à Marrakech. Ça devrait nous faire réfléchir. Et la seconde, c'est Agadir. Agadir avec beaucoup moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à la recherche dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'absolu à la recherche de la culture, mais dans notre pays, dans l'imaginaire britannique, eh bien le Maroc, c'est ça. C'est ses couleurs, c'est l'exotisme, c'est l'aventure, c'est toutes ces belles choses que notre culture a à présenter. D'ailleurs, l'Observatoire du tourisme avait fait un certain nombre d'études qui montrent que, à 46%, en termes de sondage, ils ont cité visites de monuments et musées. La messe est dite, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là. Donc, ils veulent de la culture, de l'authenticité. Alors, quid des autres réservoirs
culturels qui sont peu mis en avant. Fès, Meknès, Taroudant, Ouarzazate, Zagora, Tétouan, Rabat, qui sont tous autant de Marrakech endormis aujourd'hui, et sur lesquels, à mon sens, on devrait travailler. Alors, je vais passer sur ça parce que... Ah oui, je voudrais dire un mot quand même du plan Azur. Un mot du plan Azur et de l'importance que revêt aujourd'hui, selon moi, et selon peut-être un certain nombre de mes collègues, l'importance que devrait être accordée à ce plan aujourd'hui par les pouvoirs publics. C'est vrai, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui, nous avons compris que le balnéaire marchera beaucoup mieux dans le sud, mais aujourd'hui, il y a des investissements qui sont là, qui sont entrepris, qui sont en train d'être continués, et sur lesquels il va falloir quand même qu'on se penche sérieusement. Pardonnez-moi cette illustration un peu provocatrice. Il faut aujourd'hui sauver véritablement le soldat Azur. Pour diverses raisons compréhensibles, les stratèges de Azur ont opté en 2001 pour des sites souvent enclavés et dépourvus de vie. C'est le cas de Saïdia, mais pas seulement, Lixus, Mazagan, si tant est qu'on puisse appeler Mazagan une station Azur. Or, lorsqu'un site ne contient pas de vie sédentaire à la base, il est très difficile que la greffe touristique prenne. C'est le cas de Saïdia, par exemple. Aujourd'hui, le plan Azur avance sous perfusion et les investisseurs concernés souffrent. Et certaines stations souffrent de plus de saisonnalité avec des plans de masse parfois verrouillés. Donc ça, on attire, je ne suis pas le seul à attirer l'attention là-dessus. Sur les concepts aussi, je vais passer rapidement pour vous parler d'un autre aspect, si tu permets, Landry. Quand je parle de se connaître, c'est tenir compte des limites du modèle sociétal du pays hôte. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas. C'est comme ça. On a une société qui n'est pas ultra conservatrice, qui est ouverte, alhamdoulilah, mais il y a des lignes rouges. Il ne faut pas qu'on dépense trop. Or, lorsqu'on se connaît bien, on va proposer un tourisme qui va éviter de heurter certaines sensibilités. Mais aussi se connaître, c'est faire en sorte que les populations, nos populations, s'approprient le tourisme et que le visiteur, lui aussi, s'approprie le lieu. D'où ces deux illustrations, cette très jolie dame que vous reconnaissez ici, qui n'a pas hésité à mettre ce magnifique habit parce qu'elle s'est appropriée la culture de sa destination. Promouvoir la rencontre. Personnellement, je suis pour la promotion de la rencontre, c'est-à-dire que le visiteur et que l'hôte se rencontrent, plutôt que de cultiver la fracture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de balnéaire, mais attention aux limites du balnéaire. Attention. Je veux dire, même le balnéaire doit se faire de sorte à ce que les deux populations, et d'accueil et visiteurs, se rencontrent. Et il faut qu'il y ait, j'en parlais avec Victoria tout à l'heure, elle me dit le balnéaire, oui, mais pas que le balnéaire, il faut que le balnéaire, il y ait aussi une rencontre avec la population. Elle m'a conforté dans ma pensée. Donc, pour conclure sur ce point, il est temps pour nous de nous mettre sur le chemin de l'innovation touristique par la reconnaissance et l'intégration de notre ADN dans la démarche stratégique, culturelle. Alors, je vais dire un mot. Voilà où je vois, moi, l'ADN touristique du Maroc. Elle est dans ces images, elle est dans le patrimoine architectural, elle est dans notre histoire, elle est dans notre culture festive, internationale. Il faut promouvoir cette image de culture ouverte. Victoria ne savait pas qu'on a un magnifique festival annuel de cinéma. Elle l'a découvert tout à l'heure. Et elle m'a dit d'ailleurs, I'm sorry, I'm just saying some of the stuff you told me. Elle m'a dit qu'il était important que les Anglais sachent que Scorsese a déjà présidé un festival à Marrakech. Nous ne le savons pas. C'est extrêmement important pour eux. Le sport, l'art de la table, la nature, on a une nature exceptionnelle, et nos arts traditionnels. Et concept, s'agissant du balnéaire. Un mot sur la promotion. J'ai envie de dire une seule phrase. Je ne vais pas exposer le reste de... Autant, et je voudrais conclure avec ça, autant il est important qu'on puise dans notre ADN, dans notre histoire, dans notre moi profond, l'essence de notre produit touristique, autant il faut qu'on se projette dans le futur lointain pour le vendre. Et bien entendu, utiliser les technologies les plus récentes, étant entendu qu'aujourd'hui, la promotion se résume dans cet appareil-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le papier est appelé à disparaître complètement. Tout vient à
l'utilisateur qui devient le décideur final. Mais j'en parlais tout à l'heure avec Victoria, elle m'a attiré mon attention sur une chose, elle m'a dit attention, digitalisation oui, mais si vous allez vers des produits effectivement qualitativement à un certain niveau, qui appellent le voyageur d'expérience, l'experience traveler, faites attention de ne pas rompre la communication avec lui. C'est-à-dire que nous, ce qu'il nous faudra, c'est un mix digital sans oublier le dialogue direct et l'explication. Et je vous fais grâce du reste. En tout cas, pour le budget de la promotion, plus d'argent, mais surtout mieux d'argent. Et je vous remercie. Merci, Fabien. Bon, on va passer la parole, juste avant de donner la parole à Jamal Younes Kinito, qui va nous dire peut-être comment aborder le marché britannique et que faire avec les opérateurs touristiques britanniques. On va passer la parole à Victoria Bacon. Merci d'être venu nous accompagner ce soir et nous parler justement du marché britannique, de ce que cherchent les touristes britanniques ici au Maroc. Et qu'est-ce que vous voulez faire, vous, ici au Maroc, l'association des agences de voyage britanniques. Welcome. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. You will have to forgive me for giving my presentation in English this evening. I'm afraid my French won't hold up to a full presentation. First of all, I'd like to thank the British Chambers of Commerce for inviting me here today. I would also like to thank my esteemed panel as well, who I've met this evening. It's a great honour to be in Morocco. It's actually my first time personally in Morocco, but I'm certainly excited about the opportunity to visit and come again. I was asked this evening to provide a few insights into the British tour operator and what the British tour operator was looking to get from the market with Morocco. But actually I said a better starting point, I think, for that is actually to look at the insights of the British holiday maker, the British customer, because the way the British tour operator responds is very much in terms of what the market is driving, what the market is telling them. So I'm actually going to reference in particular two reports that ABTA has produced in the last 12 months. Our Holiday Habits report and also our Destinations to Watch Travel Trends report, both of which we've published in the last 12 months, both of which are available on our website if you're interested in finding out a little bit more as well. So, just a very brief word on ABTA. Hopefully some of you are familiar with ABTA. We are the UK's largest travel association. We represent more than 1,200 travel agents and tour operators, selling a combined value of £37 billion worth of holidays and travel arrangements each year. We actually have a very diverse makeup of members. It used to be travel agents. Now we have about a third of our members who are travel agents, a third who are tour operators, and another third who actually do both tour operating services and travel agency services as well. So we tend to move very much with the market. It's right from the biggest tour operators that you'll all be familiar with right through to smaller specialist tour operators and specialist travel agencies offering everything from adventure holidays to ski trips to cruises. ABTA itself, we've been a trusted travel brand for more than 65 years, and we also have a very well-known consumer brand within the UK. It's an important part of actually why ABTA members want to become ABTA members, because of the badge of trust that they get from becoming an ABTA member. And we also do a lot of work, which I'll touch on briefly, in terms of leading the travel industry and working with our members in supporting high service standards and really driving up health and safety standards and promoting responsible tourism both in the UK and abroad. That's a very important part of the work that we do for our members. I've just summarised here our purpose, and really this is about touching on the point that it's not just about selling more holidays. Of course, we all want to sell more holidays. That's a very important part of what we do, but it's also how we sell more holidays and taking a responsible position in the way we sell more holidays and support our members to do so throughout the world and here in Morocco as well, of course. That for us is very much about creating a quality product, creating confidence in the customers to travel, whether that's through security arrangements or infrastructure, through developing thriving destinations. So knowing that the destinations that British tourists are going to are going to be here not just in 5 years, but 10 years, 20 years to come, and that the destination itself is going to thrive as a result of tourism to that destination.
We recognise that we are in a finite world with finite resources, and actually we've all got to take our responsibility as tourists and visitors to the countries in which we visit. And we also want to recognise that working in the industry, people should have a rewarding job and a fair tax take in a contribution to the government. So that's briefly ABTA. I'm actually going to focus my comments really on, as I say, on some, what I hope will be some interesting insights into the British holiday maker and also what that means for the Moroccan market. So there's lots of questions about impact of Brexit. What impact has Brexit had on holiday taking? Have people got nervous? Are they taking more holidays? Well, we've seen tonight some other statistics. Our statistics also support the fact that the British love to take holidays. Last year, 87% of the population went on a holiday, whether at home or abroad, or in most cases both. People like to travel both in the UK and also overseas. And indeed, in 2017, we actually saw the highest number since 2011 of holiday taking. So that was in a year after, obviously, the Brexit vote, when I think consumer confidence took a knock in some respects, but not when it comes to holiday taking. So that's obviously very positive news for us. Other important things to note, I think in relation to that, the Western Mediterranean in particular for the last 2 years has increased in popularity. We've seen double-digit increases to British visitors to places like Spain, Portugal and certainly Greece last year as well. And that built on a double-digit increase even in the previous year. So in the last couple of years, those destinations in particular have really, really been attracting lots more British tourists, and I'll come on to some of the reasons I think that is why that is the case. So who is it that's taking holidays? As I say, of those 80% of the population, that's a very varied split, clearly. What we're seeing, certainly in the last year or so, is that it's families who are taking the most holidays overall. But actually, if you dig a little bit deeper into who are taking the most foreign holidays, it's actually the older demographic, so people aged over 55 who are taking the most foreign holidays and who are taking the most holidays of a longer length as well. Now, that's a massive part of, and a growing part of the population in the UK. The silver pound, as they call it, at the moment, the economic situation is that people aged over 55, and particularly those retiring, have a higher wealth, essentially, than younger people in the country. So I think, again, that there are opportunities clearly there. So just looking a little bit more closely, again, I won't spend too long on this because we have talked about this. There are around 650,000 visitors from the UK to Morocco each year. We'd estimate probably just over half of those would be travelling with an ABTA member. The next point I think is an important point. We've seen, in terms of volumes of numbers around what's been happening in the last couple of years. I can't emphasise enough really the importance of what happened in 2015 in the UK, when I'm sure you'll be familiar with the horrendous terrorist incident that happened in Tunisia, when 30 British holiday makers were killed in Sousse. And that had clearly a devastating effect on the Tunisian market. The Foreign Office changed their travel advice, which effectively took Tunisia out of the market. We also in that year saw Egypt hit by a couple of terrorist attacks. Now, as we're all aware, there have been many terrorist attacks in many countries around the world, including in the UK in the past year, where we've had 3 major incidents. But I think what has happened in terms of perception, and what happened in perception in 2015 certainly, was that there was a kind of a contagion effect in terms of people's perception about safe and unsafe destinations. And I think Morocco was pulled into that perception, and I think we're now beginning to see that turn in terms of perception, and I think there are fantastic opportunities moving forward, but I think that does explain some of the weakness around the numbers, certainly since 2015. And that is the feedback that I've had personally from operators that I've spoken to as well, is that the programme's looking healthy and positive this year, and there's an appetite for Morocco. I do want to touch on the re-emergence of the package holiday. People often say to me, the package holiday is dead, it's the 1980s, it's an old product of well, the product of the 1980s, I think, is probably an old-fashioned past holiday, but what we've seen in the last few years is that the most successful operators and travel agencies have really responded to market demand by developing a much more sophisticated package holiday product, which is really appealing to UK customers.
52% of people booked an overseas package in 2017, which is the highest figure since 2011. We've seen increases in package holidays. And that's because it's a variety of types of package. It's multi-centre packages. It's packages where people have a personalisation. You also, at the other end of the market, you obviously have the all-inclusive package, which appeals to one part of the market as well. So you can see here the main reasons people book a package holiday. It still has that appeal. It's still very popular with families. And also, interestingly, when we ask people about this, it's most popular with a more affluent demographic. So the more affluent demographic are the ones who want multi-centred, tailored, packaged holidays, a quality product that appeals to them. And you can see there, city breaks are now more popular than beach breaks. We've had that for the last 3 years. Quite a considerable gap, actually, now. City breaks, I think, are a fantastic opportunity. And here in Morocco, you've got such wonderful culture around your cities that I think clearly that's an opportunity. What's important to holidaymakers? I did just want to bring out a couple of things from this. I won't go through them all, but just emphasising, I guess, that point about safe and secure accommodation standards. That has increased in importance, actually, when we've asked people about this in the last few years. It's it's critically important to people. But also the point 3 there, knowledgeable staff, which is a point I think we were just tracking on the earlier presentations around the drive to digital. Yes, there has undoubtedly been a drive to digital, and people are looking and researching their holidays online. But also what we're seeing is we're seeing a decline in trust in online sources. So obviously the whole Trump situation, the Brexit situation as well, where there was lots of fake news on the websites, is now, it's had, there's a survey by Edelman, which Edelman produced, called the Trust Barometer, which is a very, very interesting survey which tracks these sorts of issues. And actually, trust in online sources has taken a very sharp nosedive in the last 18 months. And what that means is that experts, travel experts who understand, who know a destination, who know what they can offer a customer, are actually increasing in popularity. So I think it does require that experience and that expertise to support it, but I think, again, there's a real opportunity there for people. Only last week, Kuoni, who have a programme here in Morocco, announced their 50th shop opening. They're investing in retail outlets because they see that's where the opportunity is. I'm going to skip through this one because we've touched on it already. One thing I did just want to mention in terms of campaigns, something which ABTA is very active in, and I know it's been mentioned in previous presentations about this concept of over-tourism. I think it's very important, and the feedback that we get from people is that it's you know, we've seen in Barcelona the protests against too many tourists, too many people. That has had, again, I think, a direct impact on British perceptions around Spain as a welcoming country or not. So I think just bearing in mind the whole volume debate versus quality debate is also very important. I was going to pick up on just a few travel trends from our Travel Trends report, which again we've published and you can take a bit more interest in. Responsible tourism. This has been bubbling away for some time in Britain, but I think this year it's really beginning to take off. Last year we had a programme on UK television called Blue Planet, which is a David Attenborough programme, which was the most watched programme of the year. And some of the issues he raised about tourism and developing tourism in a responsible way around plastics, use of plastics, etc., has really captured the imagination. And again, I think if destinations and tour agencies that can tap into that will really reap the benefits. A taste for alternative destinations, I think partly because of the growth, as I say, in Spain, which has driven up costs in some of those markets. When we ask people, more than a quarter of people have said they want to try a new destination this year. So people are really looking, they've got their eye out for new destinations, they want to see new products out there. We talked about packages providing that certainty. Low-cost long haul is definitely one of the trends happening at the moment in the UK with the emergence of Norwegian airlines in particular and others, so cheaper long haul options. But then also, probably, again, particularly relevant for Morocco is the luxury meets escapism. This is basically people wanting to escape what is a pretty depressing political situation in the UK at the moment, and they want to holiday, they want to take a holiday. In terms of
outlook, 30% of people said they were planning to spend more on their holidays in 2018 when we asked them this at the end of the year. 30%, that's the highest figure we've had since we started the survey. People want to spend money on their holidays, so it's about providing the right destination, the right product. Thank you. Thank you. On va passer très rapidement, parce que au niveau du temps, la parole peut-être avant les questions à Younes, à Chamal Younes qui écoute la question de l'ONMT. Je vais vous passer le micro, peut-être rester sur place, mais vous avez un micro sur place, parfait. Peut-être deux questions pour terminer. D'abord, vous à l'ONMT, comment vous voyez aujourd'hui la suite au niveau du démarchage du marché britannique, et qu'est-ce que vous voyez justement comme possibilité avec l'APTA qui est ici présente en termes peut-être d'association pour promouvoir davantage l'image du Maroc au niveau touristique. Je vous passe au micro. Merci, je vais essayer d'être extrêmement court parce que nos amis se sont concentrés pendant très longtemps et on va essayer d'aller très vite. Il y a sur le marché britannique peut-être trois niveaux d'échéance à respecter. Il y a un niveau à très court terme, un niveau à moyen terme et un niveau à plus long terme. Donc à très court terme, quand on voit les tendances qui nous ont été expliquées pour 2013, je pense que l'urgence, c'est de renforcer rapidement la connexion aérienne avec les villes de province en Grande-Bretagne, et puis surtout relier ces villes de province à des destinations touristiques nouvelles au Maroc. Je pense que c'est là qu'on peut trouver dans l'immédiat et en quick win un réservoir de touristes qui soit facile à obtenir et rapide à obtenir. Donc travailler très vite à gagner jusqu'à 200 000 nouveaux sièges aériens au départ de Manchester sur Tanger, au départ de Bristol sur Fès, etc. Donc ça c'est une première approche en termes de promotion. La deuxième approche, renforcer le travail qui est fait par nos partenaires qui sont des distributeurs en ligne et qui travaillent sur la notoriété et la distribution de notre destination. Donc nous avons du travail à poursuivre et à consolider avec des opérateurs en ligne qui sont très puissants en Grande-Bretagne, et enfin implémenter très vite l'accord qui a été passé avec Thomas Cook et qui est essentiel, qui est un accord général. Accord signé en dernier, c'est ça, en 2017. Exactement. Donc voici les trois priorités pour le marché britannique sur l'année 2018. À moyen terme, l'accord avec Thomas Cook serait consolidé à la fois par une dimension investissement, par une dimension transport aérien et par une dimension distribution. Donc cet accord-là permettra de toucher un nouveau segment touristique et de ramener plus de familles sur des destinations balnéaires. Pour cela, il faut des produits, donc c'est quelque chose qui ne nous impactera qu'au-delà peut-être de 2019-2020. Donc ça, c'est un deuxième élément, c'est le moyen terme sur lequel nous devons travailler rapidement. Et enfin, nous devons commencer à construire. Nous avons vu que la diversité des destinations est extrêmement importante pour le marché britannique. Nous devons construire de nouvelles destinations touristiques. Donc nous pensons à Tanger, nous pensons à Fès, et nous pensons peut-être à des choses un peu plus pour des niches comme Dakhla, des destinations comme Dakhla, ou des destinations comme l'arrière-pays de Fès et de Meknès, qui permettent par exemple de travailler sur des vignobles, de travailler sur des produits du terroir, et d'apporter peut-être des réponses un peu différentes, plus entre guillemets dans une dimension hédoniste à ce marché qui est essentiel et qui attend de nouveaux produits en permanence. Merci Jamal Younes Kineto, je rappelle que vous êtes le directeur marketing et stratégie de l'ONMT. On a beaucoup débordé, allez-y, venez à la place. On va prendre trois questions peut-être aujourd'hui de la salle, profitez-en parce qu'il y a Madame la Ministre, la Secrétaire d'État au ministère. Le micro, on va vous le passer. Juste, est-ce que vous avez des questions? Votre micro. Mon micro, il est là. On a vu aujourd'hui les clés concrètement pour démarcher
le secteur, le marché britannique plus efficacement à l'avenir. Peut-être 1 million de touristes donc d'ici la fin du mandat, 650 000 actuels. Qu'est-ce qui est possible de faire encore aujourd'hui? On a eu un profil type des touristes anglais qui a été fait. On voit qu'il faut travailler davantage peut-être sur des territoires particuliers et peut-être l'ouverture de musées, ça c'est aussi la culture. Hein. La culture intéresse beaucoup le marché britannique. Est-ce que vous avez des questions ou pas pour terminer cette conférence? Oui, non? Il y a deux questions. On va peut-être distribuer le micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour distribuer le micro. Depuis, il y a toujours une personne. Non? Alors, je prends la première question. Venez, monsieur. Venez. On passe le micro. Voilà. On vous écoute. Présentez-vous et posez votre question. Ok, merci. Ashraf Youssi, I was speaking in English. Yes. Hi everyone. It's such a great honor to be with you today. I have a question to our minister. I have a small startup in rural area in Rahana. Your name? Ashraf Youssi. I said before. I want to ask, and we know today that Morocco wants to be a pioneer in the social tourism or ecotourism. What's the efficient way that you have done to offer access to the autochthon people in the rural area to have access to financing, to funding and coaching? This is my question. Thank you so much. La VOTM. Alors, je ne sais pas si vous avez le micro ou pas, vous aussi. On va distribuer le micro. On va faire une distribution de micro depuis nos 2-3 micros. Je parle en anglais ou en Français comme vous. français? Je peux parler en français ou je peux faire en anglais? Le mix. Donc, en fait, merci pour la question. Effectivement, ça c'est vraiment un des centres de notre feuille de route, un des points centraux, c'est que, comme je disais, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas contribuer à faire du produit touristique partout au Maroc. Ce n'est pas possible, surtout dans les zones montagneuses où il y a la possibilité de faire de l'écotourisme, du tourisme de sport, et tellement de choses. Et on a tellement d'entrepreneurs marocains qui veulent le faire. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs. Donc on va travailler comme ce qui s'est fait dans le fonds de développement agricole ou le fonds de développement de l'industrie. Donc d'avoir une grille, on a travaillé sur une grille. Pour proposer, donc ça peut être des projets dans certaines zones, dans l'animation, dans l'hébergement, et en fonction de cette grille, nous allons faire des appels à candidature pour soutenir ces projets et contribuer. Ça va être des sortes de contributions, ça peut être des dons, mais ça va être plutôt des contributions à long terme qui peuvent être converties en subvention si jamais l'entrepreneur arrive à une certaine performance. Et donc l'idée c'est vraiment, au lieu de faire faire. Et donc c'est un peu sur ça, donc merci d'en avoir parlé. Effectivement c'est un point central très important, parce que je pense que comme ça on va aller très loin, très vite, et ça sera plus efficace. Voilà. On avait une dernière question, je pense. Madame. On vous écoute. Bonsoir. Présentez-vous, posez votre question. Rita Barada, je suis la fondatrice du Guide des voyageurs marocains, qui est un média digital 100% voyage, destiné aux voyageurs marocains pour les aider à préparer leur voyage au Maroc et à l'étranger. Merci pour vos interventions. On a beaucoup parlé de la promotion de la destination Maroc ce soir. Et ma question, elle était par rapport au tourisme interne. On en a finalement assez peu parlé. Quelle est la volonté aujourd'hui de promouvoir le tourisme interne et qu'est-ce qu'on fait comme action pour ça? Madame la ministre, tout à l'heure vous avez parlé, et justement vous êtes en tournée actuellement aussi à Fès la semaine dernière, il me semble. Vous avez donné une interview à l'Économiste, je fais publicité au passage, mais c'est vrai que vous voulez mettre au cœur de votre stratégie actuellement de la redénomination du secteur marin, de la vision marin, le patrimoine aujourd'hui.
c'est clairement pour doper le tourisme externe, mais aussi peut-être le tourisme interne. Merci d'avoir soulevé ce point. C'est vrai que c'est très très important. Le tourisme interne, c'est quand même le tiers des nuitées au Maroc. Donc et quand ça va pas très bien, c'est le tourisme interne pendant les dernières années qui a permis au secteur de tenir. Donc c'est très très important pour nous. Donc plusieurs choses sur le tourisme interne. Premièrement, le produit. Donc on a lancé un concept qui était biladi, donc de donner des terrains gratuitement pour faire des complexes qui sont adaptés au tourisme marocain en termes d'architecture, en termes d'art tradition, en termes de prix aussi, donc des prix adaptés entre 500 et 600 dirhams, des choses comme ça. Mais ça n'a pas autant bien marché, donc on a des terrains qui sont dédiés pour des projets pour le tourisme interne, mais c'est vrai que ces prix-là ne permettent pas aux investisseurs de rentabiliser leurs investissements, et donc aujourd'hui on est en train de revoir ce produit biladi pour pouvoir proposer justement des terrains gratuitement à des investisseurs pour offrir un produit pas cher et adapté à la population en termes d'architecture et de produits touristiques. Donc pour nous c'est très important, on a toute une stratégie sur ça et voilà, et c'est prioritaire. Merci. Une toute dernière question pour terminer, ce sera de ma part. Juste, est-ce qu'on peut imaginer des musées britanniques à l'avenir au Maroc prochainement? C'est une volonté qui est d'ailleurs dessinée derrière l'ambassade britannique. Est-ce qu'on peut imaginer ça peut-être dans les prochaines années? C'est quelque chose qui est déjà à l'étude ou pas? Des musées britanniques ici au Maroc ou des expositions britanniques? Bon, question particulière, je vous l'accorde. Est-ce qu'on peut l'imaginer? On a vu des expositions, notamment au musée d'art moderne, Mohamed VI et d'art contemporain, des expositions différentes. On est déjà en train d'essayer de faire ça en 2019. Voilà, il y a déjà eu une émission de l'ambassadeur. Je vais laisser Smita en parler. Oui, Smita. Merci. En ce qui concerne la question de Expo britannique ici, absolument. On est déjà en train de voir si on pourrait porter des expos assez importants à Rabat en 2019. On a une grande sculpture britannique, par exemple, Henry Moore. On espère peut-être réaliser ce projet, mais il y a des autres idées aussi. On est très ouverte, on espère réaliser ça absolument. Bon, ça sera peut-être un motif de plus et une raison de plus de venir au Maroc. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à cette nouvelle conférence de la Chambre britannique de commerce.